Bonjour à tous les esprits curieux et bienvenue dans ce nouveau voyage intellectuel. Aujourd'hui, nous allons affronter l'une des illusions les plus persistantes de notre existence quotidienne. Je parle de cette tyrannie silencieuse qui gouverne nos agendas, nos rythmes biologiques et notre anxiété moderne. Aujourd'hui, nous allons parler du temps. Avant de commencer ce parcours, un bref commentaire nécessaire. Pour donner vie à cette narration philosophique, j'ai utilisé des outils d'intelligence artificielle pour générer les images que vous allez voir. Considérez-les comme une toile atmosphérique, une illustration visuelle pour accompagner nos idées et non comme une réalité historique littérale. J'espère que vous apprécierez. Imaginez un instant que vous regardez votre montre, vous voyez les aiguilles bouger, vous entendez le tic-tac rythmique. Vous croyez mesurer le temps. Mais et si je vous disais que ce que la montre mesure n'est pas du tout le temps? Et si je vous disais qu'en essayant de le mesurer, vous l'avez tué, le transformant en quelque chose de statique et sans vie? Cette idée provocatrice était au cœur de la pensée d'Henri Bergson, l'une des figures les plus fascinantes et célébrées de la fin du 19e et du début du 20e siècle. Bergson était une célébrité intellectuelle, un philosophe qui remplissait les amphithéâtres à Paris, offrant une alternative vitaliste au froid matérialisme de son époque. Pour comprendre Bergson, nous devons comprendre contre quoi il luttait. À son époque, la science et le positivisme régnaient en maître. On croyait que tout dans l'univers, y compris la conscience humaine et la vie elle-même, pouvait s'expliquer par des mécanismes de cause à effet, comme si nous étions les rouages d'une immense machine cosmique. Bergson a regardé ce modèle mécaniste et a senti que quelque chose de crucial était laissé de côté. La science était excellente pour analyser la matière inerte, pour prédire les éclipses ou construire des ponts. Mais lorsqu'elle tentait d'appliquer ces règles à la vie, à l'expérience intérieure et à la liberté, elle échouait lamentablement. Le problème central, argumentait Bergson, était notre conception du temps. Nous avons été entraînés à penser le temps de manière spatiale. Nous l'imaginons comme une ligne droite, une série de points successifs, comme les graduations sur une règle ou les secondes sur une montre. Mais cela, nous dit Bergson, c'est spatialiser le temps. Quand nous spatialisons le temps, nous le transformons en une série de maintenant statiques, les uns à côté des autres. Mais l'expérience réelle de vivre n'est pas une série de points déconnectés. Notre conscience ne saute pas d'une seconde à l'autre comme l'aiguille d'une horloge mécanique. Notre expérience coule. À cette expérience fluide et continue, Bergson l'a nommée la durée réelle ou simplement la durée. La durée est le temps vécu, ressenti et expérimenté de l'intérieur. Elle est qualitative, non quantitative. On ne peut ni la mesurer, ni la diviser sans la détruire, de la même manière qu'on ne peut pas diviser une mélodie sans briser la chanson. Pensez-y ainsi. Quand vous écoutez une mélodie, vous n'écoutez pas une note isolée que vous oubliez ensuite pour écouter la suivante. Non, chaque note se fond avec la précédente et anticipe la suivante. Le passé pénètre le présent et se projette vers le futur dans un flux organique et indivisible. C'est cela la durée. L'erreur de la science et du sens commun est de traiter le temps comme s'il était de l'espace. L'espace est homogène. Un mètre est identique à un autre mètre et on peut le parcourir à l'envers. Mais le temps réel est irréversible et hétérogène. Une minute d'attente angoissante n'est pas égale à une minute d'extase. Bergson utilise le célèbre paradoxe de Zénon pour illustrer cela. Rappelez-vous la course entre Achille et la tortue. Zénon argumentait qu'Achille ne pourrait jamais rattraper la tortue, car chaque fois qu'il arrivait là où se trouvait la tortue, celle-ci s'était déjà un peu déplacée, divisant l'espace à l'infini. Mathématiquement, le paradoxe est difficile à résoudre. Mais Bergson dit que c'est un faux problème. Zénon traite le mouvement comme une série de points statiques dans l'espace. Mais le mouvement est un acte indivisible. Achille ne va pas de point en point, il court dans un seul flux de durée. En arrêtant le mouvement pour l'analyser, nous le tuons. Nous le transformons en une série de photos fixes. Et aucune quantité de photos fixes, aussi nombreuses soient-elles, ne pourra jamais recréer le mouvement réel. C'est l'illusion cinématographique dont parle Bergson, et elle est fondamentale pour sa critique de l'intelligence humaine. Ici, nous entrons dans le deuxième pilier de sa philosophie, la distinction entre intelligence et intuition. Pour Bergson, l'intelligence humaine est un outil évolutif pratique. Elle n'a pas évolué pour connaître la vérité profonde de la réalité, mais pour manipuler la matière et assurer notre survie. L'intelligence fonctionne en séparant, analysant, classant et spatialisant. Elle se sent à l'aise avec le solide, l'immobile et le mort. Elle est comme un boucher qui coupe la réalité en morceaux maniables pour la comprendre. Elle est incroyablement utile pour construire des machines, mais terrible pour comprendre la vie. Quand l'intelligence tente de comprendre la vie, elle la traite comme une machine. Elle essaie d'expliquer la conscience en additionnant des neurones ou l'évolution en additionnant des mutations aléatoires. Mais en faisant cela, elle perd l'essence du phénomène, le flux vital qui anime le tout. Mais nous ne sommes pas condamnés à voir le monde uniquement à travers l'intelligence froide.
Bergson nous dit que nous avons une autre faculté, souvent ignorée ou atrophiée, l'intuition. Attention, il ne parle pas d'un pressentiment vague ou magique. Pour Bergson, l'intuition est une méthode rigoureuse de connaissance. L'intuition est l'effort pour s'installer à l'intérieur de l'objet au lieu de l'observer de l'extérieur. C'est une sympathie intellectuelle par laquelle on se transporte à l'intérieur de quelque chose pour coïncider avec ce qu'elle a d'unique et d'inexprimable. C'est cesser d'analyser et commencer à ressentir le rythme de la réalité. Si l'intelligence revient à lire une carte de Paris avec ses rues statiques et ses noms codés, l'intuition revient à marcher dans ses rues, sentir les pavés sous ses pieds, l'odeur du pain frais et percevoir le brouhaha de la ville comme un tout vibrant. La carte est utile, mais elle n'est pas la ville. La science, selon Bergson, est le domaine de l'intelligence et de la matière. La métaphysique, en revanche, doit être le domaine de l'intuition et de l'esprit. Elles ne sont pas ennemies, mais complémentaires. Nous avons besoin des deux. Mais l'erreur moderne a été de laisser l'intelligence tout coloniser, étouffant notre intuition. Maintenant, portons ces idées sur la plus grande scène possible, l'évolution de la vie elle-même. En 1907, Bergson publie son chef-d'œuvre, L'évolution créatrice. Ici, il applique l'idée de la durée et de l'intuition pour défier les théories biologiques de son temps, le darwinisme et le finalisme. Le darwinisme mécaniste voyait l'évolution comme une série d'accidents additionnés à la sélection naturelle. Le finalisme voyait l'évolution comme un plan prédéterminé où tout était écrit depuis le début vers un but final. Pour Bergson, ces deux visions commettaient la même erreur. Elles niaient la création réelle. Si tout est un mécanisme aveugle, il n'y a pas de réelle nouveauté. Si tout est un plan divin préécrit, il n'y a pas non plus de nouveauté, car tout est déjà donné dans le plan. Bergson propose une troisième voie, une force explosive et imprévisible qui pousse la vie vers des formes de plus en plus complexes. Il a appelé cette force le élan vital. Imaginez-le non pas comme une substance physique, mais comme un courant de conscience et de liberté qui tente de se frayer un chemin à travers la matière inerte. La matière est la résistance, le poids qui tombe, la vie est la fusée qui monte. L'élan vital est comme un projectile qui éclate en fragments, et ces fragments éclatent à nouveau. Chaque espèce est un chemin que la vie a tenté. Certains chemins, comme ceux de nombreux insectes ou plantes, ont abouti à des impasses ou se sont stagnés dans la stabilité. Mais dans d'autres lignes, l'impulsion a continué d'avancer, surmontant la résistance de la matière. Bergson voit deux grandes lignes de succès dans l'évolution. L'instinct, perfectionné chez les insectes, comme les abeilles et les fourmis, et l'intelligence, perfectionnée chez l'être humain. Cette vision nous donne une perspective fascinante sur nous-mêmes. Nous ne sommes pas des machines biologiques déterminées par nos gènes. Nous sommes la pointe de lance d'un immense effort créatif qui lutte depuis des milliards d'années pour se libérer de la nécessité mécanique. Cela nous mène inévitablement au problème de la liberté. Si le temps est une ligne spatialisée et que tout a une cause mécanique, la liberté est impossible. Mais si le temps est duré, si le futur n'est pas écrit et se crée moment après moment, alors la porte de la liberté s'ouvre. Bergson nous dit « Nous sommes libres quand nos actes émanent de notre personnalité entière ». La liberté n'est pas choisir entre A et B comme on choisit sur un menu. La liberté est un acte de création personnelle où nous exprimons notre nature profonde dans la durée. Cependant, la plupart du temps, nous ne sommes pas libres. Nous vivons à la surface de nous-mêmes, agissant par habitude, convention sociale et automatisme. Nous sommes comme des automates conscients la majeure partie de la journée. La liberté réelle est rare, c'est un moment de profonde connexion avec notre durée intérieure. Cette idée de la vie superficielle versus la vie profonde explique aussi sa théorie sur la mémoire. Pour Bergson, le cerveau ne stocke pas les souvenirs comme un disque dur enregistre des fichiers. Le cerveau est plutôt un filtre, on a une valve de réduction. Notre mémoire complète, tout notre passé, est toujours avec nous, pressant contre la porte de la conscience. C'était comme une boule de neige qui roule et grandit, accumulant tout ce qui a été. Le passé ne cesse pas d'exister, il cesse simplement d'être utile pour l'action présente. La fonction du cerveau est de maintenir le passé à distance, ne laissant passer que les souvenirs utiles à ce que nous faisons en ce moment même. Si nous nous souvenions de tout à la fois, nous ne pourrions pas agir. Mais parfois, dans les rêves ou les moments d'intuition, le filtre se relâche et le passé inonde le présent. Revenons un instant à la distinction entre instinct et intelligence, car Bergson fait ici une observation brillante sur la société et la technologie. L'intelligence fabrique des outils artificiels. L'instinct utilise des outils organiques, c'est-à-dire le corps lui-même. La grandeur de l'être humain et sa capacité à fabriquer des outils pour fabriquer d'autres outils, cela nous donne un pouvoir illimité sur la matière. Mais ce pouvoir a un prix. Nous nous éloignons de l'immédiateté de la vie. Nous devenons extérieurs aux choses que nous manipulons. C'est pourquoi Bergson avertissait dès le début du XXe siècle que notre développement technologique, ce corps agrandi,
avait dépassé notre développement spirituel, notre supplément d'âme. Nous avions le pouvoir des dieux, mais la sagesse d'enfant, une combinaison dangereuse qui résonnerait dans les guerres mondiales. Parlons maintenant d'un aspect curieux de son œuvre, le rire. Pourquoi rions-nous? Bergson a écrit un essai entier à ce sujet. Sa thèse est simple et profonde. Le comique est du mécanique plaqué sur du vivant. Nous rions quand nous voyons un humain se comporter comme une machine. Si un homme court et trébuche, nous rions parce qu'il n'a pas eu la flexibilité vitale pour s'adapter à l'obstacle. Il a continué à bouger par inertie mécanique. Le rire est une punition sociale, une correction que la société impose à ceux qui deviennent rigides et perdent leur élasticité vitale. C'est une vision fascinante. La rigidité, la répétition, le manque d'adaptation, tout cela est contraire à la vie, qui est changement constant et fluidité. La société exige que nous soyons éveillés et flexibles et utilise le rire pour réveiller ceux qui se sont endormis dans leurs automatismes. Dans ces dernières années, Bergson a tourné son regard vers l'éthique et la religion dans Les deux sources de la morale et de la religion. Il y distingue la société close de la société ouverte, une distinction qui influencera profondément des penseurs comme Karl Popper. La morale close est celle de l'instinct social, de la tribu, de l'obligation pure et de la pression sociale. Elle est conçue pour la cohésion du groupe et la défense contre les autres. Elle est statique et nécessaire à la survie de base. Mais ce n'est pas toute l'histoire morale. Face à elle se trouve la morale ouverte. Celle-ci naît non pas de la pression sociale, mais de l'appel de grands individus, les mystiques, les saints, les héros moraux. C'est une morale d'amour universel qui transcende la tribu et embrasse toute l'humanité. Elle est dynamique et créative. Pour Bergson, le mystique est l'aboutissement de l'élan vital. Alors que l'évolution biologique s'arrête à l'espèce, le mystique brise cette barrière et se reconnecte à la source même de l'élan vital, qui est, en fin de compte, amour et création pure. Il est important de noter que Bergson ne parle pas d'un mysticisme de retrait du monde. Le véritable mysticisme, pour lui, est actif. Le mystique monte sur la montagne pour contacter le divin, mais redescend ensuite pour transformer le monde et élever l'humanité avec son énergie débordante. La philosophie de Bergson est tombée en disgrâce au milieu du XXe siècle, éclipsée par l'existentialisme puis par le structuralisme, qui détestait l'idée d'une nature ou d'un élan vital. Il a été jugé trop poétique, trop irrationnel pour l'ère analytique. Cependant, au cours des dernières décennies, il y a eu une renaissance bergsonienne, grâce en partie au philosophe Gilles Deleuze, qui a récupéré ses concepts de temps et de différence. Aujourd'hui, dans un monde dominé par les algorithmes et les horloges numériques, Bergson est plus pertinent que jamais. Nous vivons dans une époque de temps fragmenté. Nos notifications coupent notre durée toutes les quelques secondes. Nous perdons la capacité de couler, de nous concentrer profondément, d'expérimenter la durée. Nous devenons les machines que Bergson craignait. Retrouver Bergson, c'est récupérer notre droit à la vie intérieure. C'est se rappeler que nous sommes plus que des données, plus qu'une biologie mécaniste. C'est une invitation à fermer les yeux, à ignorer l'horloge et à ressentir le pouls continu de notre propre existence. Alors, comment pouvons-nous appliquer cela aujourd'hui? Premièrement, méfiez-vous des étiquettes statiques. Vous n'êtes pas un introverti ou un raté de façon figée. Ce sont des mots de l'intellect. Vous êtes un processus, un flux en constant changement. Votre passé vous pousse, mais il ne vous définit pas complètement. Deuxièmement, valorisez votre intuition. Dans un monde obsédé par les données et les métriques, rappelez-vous qu'il y a des vérités qui ne peuvent être saisies que par la sympathie et la connexion directe. Tout ce qui compte ne peut pas être compté et tout ce qui peut être compté ne compte pas forcément. Et troisièmement, embrassez la créativité. L'univers n'est pas une horloge fermée, c'est une œuvre d'art en train d'être peinte en temps réel et vous faites partie du pinceau. Vous avez la capacité d'introduire de la nouveauté dans le monde, de briser la chaîne de la répétition. Bergson nous a appris que le temps est le tissu même de la réalité. Le temps est invention ou il n'est rien du tout, a-t-il écrit. Si le temps n'était qu'une répétition du même, l'univers serait déjà terminé depuis longtemps. L'existence du temps prouve qu'il y a création. Il est facile de tomber dans le pessimisme ou le déterminisme. Il est facile de penser que nous sommes victimes de nos circonstances. Mais la philosophie de l'élan vital est une philosophie de l'optimisme radical. Elle nous dit que la vie est tenace, ingénieuse et cherche toujours un chemin vers le haut. Au final, Henri Bergson nous laisse une image de l'être humain, non pas comme un spectateur passif, mais comme un collaborateur actif dans la grande aventure du cosmos. Notre conscience est le lieu où la matière devient capable de se souvenir et de choisir. Cela dit, nous ne devons pas oublier les critiques. Bertrand Russell, un logicien féroce, détestait Bergson. Il disait que sa philosophie était une excuse pour ne pas penser rigoureusement. Et il est vrai que le culte de l'intuition peut nous mener à un irrationalisme dangereux si nous n'y prenons pas garde. Mais Bergson n'a jamais demandé d'abandonner l'intelligence, il a seulement demandé que nous reconnaissions ses limites.
l'intelligence pour la matière, l'intuition pour la vie. Le danger réside dans l'utilisation du mauvais outil pour le mauvais travail. On n'utilise pas un marteau pour réparer une montre. Son héritage vit aussi dans la littérature. Marcel Proust, qui était le cousin par alliance de Bergson, a construit son œuvre monumentale à la recherche du temps perdu sur une conception du temps et de la mémoire très bergsonienne. Le goût de la madeleine est une pure intuition de la mémoire. Imaginez la réalité comme une fontaine. L'eau qui monte est l'élan vital, la vie qui lutte. L'eau qui tombe, les gouttes qui se séparent et descendent, c'est la matière. Nous sommes juste au point où le jet lutte contre la gravité. Cette tension est notre existence. Cette métaphore explique pourquoi vivre demande un effort. Se laisser porter, c'est tomber vers la matière, vers l'inertie, vers l'habitude. Monter, créer, être libre demande de l'attention et de l'énergie. La liberté n'est pas un cadeau. C'est une conquête constante contre notre propre paresse. Bergson nous met au défi de vivre dans l'attention. De ne pas nous contenter de réponses toutes faites, de regarder en nous-mêmes et de trouver ce flux unique que nous sommes. C'est une philosophie exigeante mais profondément libératrice. Elle nous rend la dignité d'être des créateurs. Dans un sens, Bergson a anticipé la physique quantique. L'idée que l'observateur et l'observé ne peuvent être complètement séparés et que la réalité n'est pas déterminée tant qu'elle ne se produit pas résonne avec ses idées sur l'imprévisibilité du temps. Mais au-delà de la science, c'est un remède pour l'âme moderne. Nous nous sentons piégés parce que nous pensons que l'avenir est déjà décidé par l'économie, la politique ou le climat. Bergson nous crie depuis sa tombe « Non, l'avenir n'existe pas encore. Nous sommes en train de le faire. » La durée est le tissu où se brode notre liberté. Si nous ignorons cela, nous vivons comme des ombres. Si nous l'acceptons, la vie prend une intensité nouvelle. Chaque moment devient précieux parce qu'il est irrépétible et chargé d'une nouveauté radicale. Pensons à l'éducation. Éduquons-nous les enfants pour être des machines efficaces ou pour être des créateurs intuitifs. Le système scolaire, en grande partie prussien et mécaniste, écrase souvent la durée interne de l'enfant au profit du temps de l'horloge scolaire. Bergson plaiderait pour une pédagogie qui respecte les rythmes d'apprentissage, qui valorise l'étincelle de compréhension soudaine autant que la mémorisation linéaire. Comprendre quelque chose n'est pas seulement répéter des données, c'est le reconstruire intérieurement, le réinventer. En revenant à la métaphysique, Bergson nous offre une solution au problème corps-esprit. Ce ne sont pas deux substances séparées qui interagissent mystérieusement. Ce sont deux pôles de la même réalité, la durée. Le corps est le point extrême de l'action présente. L'esprit est le passé accumulé. L'esprit emprunte la matière pour agir dans le monde. Sans corps, l'esprit n'aurait aucune prise sur la réalité. Sans esprit, le corps serait un automate. Leur union est nécessaire à l'action, qui est la fin suprême de la vie. Cette philosophie de l'action est clé. Bergson n'est pas un contemplatif passif. Pour lui, penser, c'est se préparer à agir. La perception n'est qu'une préparation à la réaction. Nous voyons ce que nous pouvons affecter. Notre monde visuel est une carte de nos actions possibles. Cela explique pourquoi nous ne voyons pas tout. Si nous voyions tout, nous serions submergés. Notre perception découpe la réalité selon nos besoins. Nous voyons l'herbe comme de la nourriture si nous sommes une vache ou comme une pelouse si nous sommes un jardinier. Nous ne voyons pas l'herbe en elle-même, dans sa plénitude. Seul l'artiste, dit Bergson, parvient parfois à lever ce voile. L'artiste ne regarde pas pour agir, il regarde pour regarder. C'est pourquoi l'art nous touche tant. Il nous montre la réalité nue sans l'étiquette de l'utilité. Il nous permet de voir la durée directe. Alors, quel est le grand message que vous emportez aujourd'hui? Que le temps est à vous. Pas le temps de l'horloge, celui-là appartient à votre patron ou à vos horaires de train. Mais le temps réel, la durée, ce flux interne où vous existez vraiment et où vous êtes libre. Ne laissez pas votre vie devenir une série de cases cochées sur une liste. Permettez à la musique de votre existence de couler. Acceptez l'incertitude, car l'incertitude est le prix de la nouveauté. Si vous saviez exactement ce qui se passera demain, vous seriez déjà mort. La philosophie de Bergson est un antidote au nihilisme moderne. Elle nous rappelle que nous faisons partie d'une force cosmique qui cherche, invente et aime. Nous ne sommes pas des accidents. Nous sommes la tentative de l'univers de se créer lui-même. Alors que nous approchons de la fin de cet essai, je veux vous inviter à faire un exercice bergsonien. La prochaine fois que vous écouterez de la musique, fermez les yeux. N'analysez pas les notes. Ne pensez pas au compositeur. Laissez-vous simplement porter par le flux indivisible du son. Sentez comment le passé de la mélodie pousse vers le présent. Sentez comment, à ce moment-là, vous n'êtes pas dans le temps. Vous êtes le temps. Cette sensation est la réalité la plus profonde à laquelle vous pouvez accéder. C'est le contact avec l'absolu. Bergson est mort en 1941 dans un Paris occupé par les nazis. On raconte que, bien qu'il fût malade, il renonça à ses honneurs pour faire la queue et se faire enregistrer comme juif, un dernier acte de solidarité et de dignité, un acte de liberté suprême.
Sa vie et son œuvre sont un témoignage de la force de l'esprit humain. Dans un monde qui tentait de tout réduire à la matière et à la race, il a défendu l'esprit et l'humanité universelle. Sa voix continue de résonner comme un appel à la résistance intérieure. J'espère que ce parcours, à travers la philosophie d'Henri Bergson, a allumé une étincelle dans votre intellect. Les idées complexes ne doivent pas nous effrayer. Ce sont des outils pour mieux vivre, pour voir plus clair et pour être plus libre. Si vous avez aimé cette analyse, considérez que ce n'est que le début. La philosophie est un océan inépuisable et chaque penseur est une île qui vaut la peine d'être explorée. Bergson n'est qu'une étape, mais une étape indispensable. Merci d'avoir consacré votre temps, votre durée réelle, à partager cet espace avec moi. Dans un monde de distractions constantes, prêter une attention profonde est un acte révolutionnaire. Merci d'être là. Si vous voulez continuer à explorer les profondeurs de la pensée humaine, assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications. Laissez un commentaire ci-dessous. Avez-vous l'impression de vivre dans le temps de l'horloge ou dans la durée réelle? J'aurai grand plaisir à vous lire